Donc moi je m'appelle David Pisnier, je suis le coordinateur et le fondateur du CRIH. Donc, au niveau du service ici du CRIH, nous sommes vraiment un service spécialisé dans la prise en charge et dans l'accompagnement des situations de harcèlement et de manière plus large de ce qu'on appelle nous les difficultés relationnelles. Donc, notre objectif c'est vraiment de venir en aide à tout enfant, adolescent, famille qui est impacté d'une manière ou d'une autre par une situation de harcèlement. Selon les auteurs, il y a 3 ou 4 critères qui définissent le harcèlement, mais on retombe toujours à peu près sur le même consensus scientifique. Le premier, c'est la notion de répétition, c'est-à-dire que les agressions, les intimidations, les actes qui composent la dynamique de harcèlement doivent avoir un côté répétitif. Un acte unique, aussi grave soit-il, ne pourra jamais être qualifié de harcèlement, ça n'aurait pas de sens. Donc la répétition. Le deuxième, alors certains parlent de domination, nous on préfère le mot asymétrie, c'est l'idée qu'il y a un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire que la relation n'est pas symétrique, elle n'est pas à l'équilibre ou à peu près, elle est vraiment bien différente. La symétrie la plus évidente, c'est la symétrie de nombre. Quand on est 5 contre 1, on est forcément dans une asymétrie. Mais il y a aussi une asymétrie de force, d'âge. Le plus petit, des 6e primaires qui vont malmener des premières primaires, ils font 2 fois leur taille, 2 fois leur poids, de statut. Un enseignant qui malmène un élève, même s'il n'est pas plus nombreux, son rôle d'enseignant lui donne un statut supérieur. Donc il y a une asymétrie dans la relation. Ça, c'est le deuxième critère, donc répétition, asymétrie. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, ou le côté, en tout cas, le fait que les actes qui sont posés sont délibérés. Ce ne sont pas des actes accidentels, ce ne sont pas des actes faits en ignorant les conséquences de ces actes-là. Quand je donne un surnom humiliant à un autre élève, je sais que ce surnom est humiliant. Il y a des cas où je donne un surnom un peu rigolo, je ne me rends peut-être pas compte que le surnom pose un problème. Mais il y a un côté intentionnel, délibéré dans la nature des actes. Donc, répétition, asymétrie, intentionnalité. Ça, c'est les 3 qu'on retrouve chez tous les auteurs. Nous, on aime bien, et on n'est pas les seuls, mais on aime bien rajouter un 4e critère qui s'appelle la nuisance. Ça paraît évident, parce que s'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de harcèlement. Mais on veut rappeler que la nuisance n'est pas un synonyme de gravité. On tient vraiment à combattre l'idée encore très répandue. Pour qu'on puisse parler de harcèlement, il faut que ce soit grave. Il faut que les faits soient graves. Absolument pas. La réalité, c'est que dans la majorité des situations, c'est pas un type de harcèlement, c'est un mix. L'enfant ou l'adolescent qui est harcelé, eh bien, il va être harcelé de manière verbale. On va se moquer de lui, on va l'humilier à midi. Et puis quand il va retourner en classe, on va le bousculer un peu, ça c'est du harcèlement physique. Puis quand il va quitter l'école, on va envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour encore lui remettre une tartine dans la tête. C'est du cyberharcèlement. Et puis, plus loin, on va prendre une photo de lui et on va faire des critiques sur son corps parce qu'il est trop gros, trop noir, enfin j'en sais rien, mais trop quelque chose. Et là, on va être dans du harcèlement à connotation discriminatoire. On va aller, voilà. Ou alors on va lui faire une réputation qu'il est gay, ou alors peu importe. Tout ça, c'est la même situation. Donc, venir dire il y a du harcèlement physique, il y a du harcèlement verbal, il y a du harcèlement, je pense, en raison de son orientation sexuelle, donc discriminatoire, il y a du harcèlement machin. En fait, ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc nous, on ne parle plus tellement en forme de harcèlement. On considère qu'il y a des dynamiques de harcèlement avec énormément de formes d'agression et d'intimidation. Tout ce que je viens de citer, en fait, ce sont des agressions et des intimidations qui peuvent prendre 1000 et une formes. Et dans la plupart des situations de harcèlement, c'est un mélange, en fait, dans les formes d'agression et d'intimidation. Du coup, nous, on préfère nuancer, de dire, voilà, il y a plein de formes d'agression, mais dans tous les cas, c'est du harcèlement. Il y a plein vraiment de cyberagressions spécifiques, ce qu'on appelle le happy slapping, donc filmer une agression et puis diffuser l'agression de la personne pour l'humilier une deuxième fois. On a parlé des nudes tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le flaming, c'est-à-dire des attaques vraiment concentrées et très rapides pour faire embraser une situation. Il y a ce qu'on appelle le doxing, c'est le fait de diffuser des informations à caractère personnel, adresse, numéro de GSM, état de santé, résultats scolaires, pour se moquer, pour humilier, pour abaisser. Tout ça, ce n'est en soi pas différent. Je vais rester sur le dernier, le doxing. Je sais que Julien, que je n'aime pas, a eu un 0 sur 20 en maths. Il y a 30 ans, quand moi j'étais adolescent,
j'aurais pu faire quoi? Aller courir partout dans la cour de récré en criant « Julien a eu 0 sur maths, il est vraiment nul ». Ça aurait été un peu bizarre, et puis voilà, j'aurais pu essayer de faire tourner une rumeur, mais ça aurait mis du temps, etc. Un ado d'aujourd'hui prend son GSM, Julien a 0 sur 20 en maths, c'est vraiment une grosse tâche, etc. Envoyé à toute ma liste de contacts et machin, boum, il y a 300 personnes qui ont la nouvelle que Julien est nul en maths et vont pouvoir se moquer de lui. C'est en fait l'immédiateté, l'ampleur, les phénomènes de masse, etc. C'est tout ça qui fait la différence avec eux. Mais la dynamique en soi, elle est la même. L'objectif, il reste le même, c'est d'humilier Julien. Il y en a un qui est vraiment quasiment unique au harcèlement, c'est qu'en fait, la plupart des enfants harcelés, pas tous, mais un certain nombre d'enfants harcelés, deviennent agressifs à la maison. C'est-à-dire qu'ils vont devenir anormalement agressifs envers leurs parents, leurs fratries, voire éventuellement leur mamie, leur papy, enfin, etc. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont dominés, humiliés au quotidien à l'école, enfin là où ils vivent leur journée ou ailleurs, et donc ils accumulent, parmi toutes les émotions, ils vont accumuler une dose de colère qui ne peut pas sortir à l'école ou au club de sport, ou enfin en tout cas au lieu du harcèlement. Cette colère, elle ne peut pas sortir, parce que quand vous êtes dominé, votre colère, vous la ravalez. Parce que vous apprenez très vite que si vous manifestez votre colère alors que vous êtes dominé, vous allez en prendre 2 fois plus plein la figure. Donc vous apprenez à ravaler votre colère. Mais vous la ravalez sans la purger pour autant. Et donc à un moment, toute cette colère ravalée, elle sort où? Là où elle peut sortir en sécurité. C'est-à-dire auprès des personnes dont l'enfant sait que même s'il se comporte comme un monstre, ces personnes-là l'aiment. Donc ça va sortir avec papa et maman en premier lieu, et puis avec les frères et les sœurs. Et c'est très difficile ça pour les parents, parce qu'en fait, ils ont l'impression d'avoir un monstre à la maison qui devient impoli, insultant, parfois même violent physiquement envers ses parents. Et c'est difficile d'imaginer que derrière ça, cet enfant qui se comporte comme ça à la maison, c'est peut-être parce qu'il est harcelé à l'école. Parce qu'évidemment, à la maison, on va avoir le réflexe de dire « mais c'est devenu un monstre, je vais le punir, on va augmenter les punitions jusqu'à ce qu'il comprenne, etc. » Et malheureusement, les punitions n'y changeront rien, puisqu'en fait, ces moments-là à la maison, c'est une sorte de soupape de sécurité pour l'enfant, c'est pour éviter d'exploser totalement et de se désintégrer psychologiquement. Mais ça, c'est pas, si on ne le sait pas en tant que parent, c'est compliqué à gérer. Quand on le sait, voilà, on peut faire avec, mais quand on ne le sait pas, c'est difficile. Pendant des années, moi j'ai dit la phrase « surtout si tu es harcelé, parle-en ». C'est une phrase que je ne dis pratiquement plus aujourd'hui parce qu'elle a de moins en moins de sens, mais je l'ai remplacée par une autre phrase, c'est « si tu es témoin de harcèlement, trouve 2-3 autres témoins et ensemble, parlez-en ». En fait, c'est très difficile quand on est témoin d'en parler tout seul parce qu'on se met en danger. On devient celui qui dénonce, on devient le poucave, on devient la balance, on devient le racusette, on devient tout ça. Et c'est très difficile à porter, c'est très dangereux à porter même pour certains témoins. Si on le fait tout seul. Mais par contre, si on va chercher 2, 3, 4 autres témoins, dans nos copains, dans nos copines, et qu'on leur dit « mais ce qui est en train de se passer là dans la classe, moi ce que je vois tous les jours, ou dans le club de foot ou ailleurs, je trouve pas ça normal, vous en pensez quoi ?» Souvent les autres vont dire « ouais, effectivement, nous aussi on s'est déjà dit qu'on ne trouvait pas ça normal, mais si on se parle pas, personne ne le dit. » Et si on va à 3-4 voir les adultes en disant « voilà, nous on a constaté qu'on ne trouve pas ça normal, etc. » Eh bien déjà on va être beaucoup plus pris au sérieux par les adultes en tant qu'enfants ou adolescents, parce qu'on vient à 3-4. Deuxièmement, c'est beaucoup plus sécurisant, parce qu'alors on n'est pas tout seul à porter le poids du truc. Donc, le message, pour moi, il est là, c'est que la meilleure chose qu'on peut faire si on est témoin d'une dynamique de harcèlement dans un groupe d'enfants, d'adolescents, etc., c'est d'en informer les adultes. Et si c'est trop difficile, les responsables, les référents adultes, si c'est trop difficile de le faire seul, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer d'aller chercher des alliés comme ça dans les autres témoins. Je dis très souvent, c'est mon côté un peu geek, tout seul en tant que témoin, on a très très peu de pouvoir. Mais par contre, si on se met à plusieurs, on a beaucoup de pouvoir. C'est que nos enfants doivent savoir que s'ils sont en souffrance, s'ils ont un gros problème, ils peuvent toujours venir nous le dire. Ils peuvent toujours venir demander de l'aide chez nous. Et qu'on ne va pas les remballer, et qu'on ne va pas laisser tomber, et que même si on est crevé, et que même si on en a ras-le-bol, même si on a une mauvaise journée au boulot, on prendra les 10 minutes, les 15 minutes au minimum pour les écouter et pour entendre le fait qu'eux sont en souffrance. Moi, je croise dans mon métier beaucoup trop d'enfants en souffrance qui, pour différentes raisons, ne le disent pas à leurs parents. Et le problème, c'est que s'ils ne le disent pas, les parents ne peuvent pas le deviner.
et du coup ils ne peuvent pas agir. Et souvent le souci vient du fait, le fait que les enfants ne le disent pas, vient du fait que pour tout un tas de raisons, les parents ont un peu inconsciemment fermé cette porte de la discussion. Un enfant qui est cible de harcèlement, la meilleure chose qu'on peut lui souhaiter, c'est de trouver autour de lui, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs, mais de trouver autour de lui, et c'est pas si simple, un adulte qui sera en capacité de faire deux choses. Tout simple, mais très complexe à mettre en place. Très simple à évoquer, très complexe à mettre en place. Il faudra que cet adulte soit en capacité d'écouter ce que l'enfant a à lui dire. Et d'entendre la souffrance, d'entendre le problème, de ne pas balayer ça, de ne pas avoir le temps, de ne pas... tout ça, voilà. Donc d'être en capacité d'avoir une vraie écoute. Et ça, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Donc il faut que cet adulte soit en capacité déjà de l'écouter vraiment, puis il faut que cet adulte soit en capacité d'agir. Et c'est tout aussi compliqué. Bon, les premiers interlocuteurs, en général, c'est les personnes qui gèrent l'endroit où ça se passe. Donc, de nouveau, les enseignants à l'école, le coach au club de sport, l'animateur à la maison de jeunes, enfin, etc. Les adultes de référence, c'est certainement les personnes vers qui aller en premier lieu. Et si ça ne suffit pas, après, il faut chercher de l'aide au-delà de cette immédiateté. Et là, on peut aller, dans la région ici, les gens viennent chez nous. Sur Bruxelles, ils vont chez un fort jeune. À Lyon, je ne sais pas bien où ils vont parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais ils essayent de se tourner. Parfois, il y a des équipes de médiation de la Fédération de Bruxelles qui peuvent intervenir aussi dans les écoles, mais voilà, encore une fois, malheureusement, au-delà du côté aller voir l'adulte référent ou responsable, ou les adultes responsables du groupe, il n'y a pas grand-chose qui existe aujourd'hui. Il faut un peu se renseigner. Il y a un truc très chouette pour les gens qui veulent se renseigner, ça s'appelle le réseau prévention harcèlement. Tapez ça sur Google, vous allez tomber dessus et vous aurez plein de trucs qui existent en matière de prévention harcèlement en Belgique francophone.